On va passer à notre thème pour lequel Yanis Varoufakis est venu de Athènes via Londres nous rejoindre, au film qui est en salle depuis aujourd'hui, Adults in the Room. Voici sa bande-annonce. Κερδίσουμε αυτές τις εκλογές, όλα θα αλλάξουν. Αυτή είναι η δύναμη μας. Τώρα θα δει επιτέλους η Ευρώπη τι είμαστε. You're the Minister of Finance. Your party promised the voters you'd wipe out the debt. The Germans and their allies will strangle you. They'll do all they can to crush you and to hope you represent. I'm asking not for an erasure of our enormous debt, but for its restructuring. I'm sure we're going to do good work. La réussite de votre programme sera aussi notre réussite. They won't let you do that. Europe set up a rescue plan to save Greece. The rescue plan was to save the German and French banks. Their colossal debt was transferred onto the Greek people. Our government wants dialogue. Out of the question to renegotiate the MOU. Le peuple grec a des obligations. This will lead to closure of your banks and to an exit from the Eurozone. You are throwing us out of the Euro. I didn't say that. You implied that. He's the one that should be kicked out. We need a Yannick set. Πρέπει να τους δώσουμε κάτι για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Είναι παγίδα. Όλοι θα προσπαθήσουν να σε κάνουν να υποκύψεις. Sign the MOU or exit the Euro. You are wasting our time! If you were me, would you sign this MOU? Banks shut. No more money. Well, as the Beatles say, money can't buy me love. Adults in the Room dans toutes les meilleures salles de cinéma à partir de ce 6 novembre. Yanis Varoufakis, ce film est le scénario de ce film a été écrit par Costa Gavras à partir de votre témoignage, Adults in the Room, dont voici la version française, Conversation entre adultes, aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous avez regardé le film, quel effet vous a fait le film et quel effet ça fait de se retrouver de la réalité à une fiction à partir de vos informations en héros d'une fiction? Eh bien, la conversation que vous avez eue avant de nous montrer la bande-annonce constitue une belle transition entre la question de ce qui sépare les individus de l'abus de pouvoir dont ils peuvent être les responsables. En fait, il ne s'est jamais s'agi de séduction dans le mouvement MeToo. C'est un abus de pouvoir. La séduction en matière économique, ça ne joue que très rarement. Même lorsqu'il y a des adultes dans la salle, donc des responsables politiques autour d'une table, on pourrait penser que c'est une opportunité formidable pour les Européens et donc les représentants politiques des peuples de se mettre d'accord pour trouver un terrain d'entente. Mais ce qui se passe en réalité, et ça c'est magnifique dans le film de Costa Gavras, c'est que dans l'Europe que nous avons bâtie et dans cette construction que nous avons choisie, eh bien on se retrouve avec un abus de pouvoir. Justement, ce film ne porte pas sur la Grèce. Ce film ne porte même pas sur la zone euro d'ailleurs. C'est une histoire œcuménique, universelle, qui porte sur l'abus de pouvoir, de concentration de pouvoir au sein d'un groupe de bureaucrates, de personnages sombres, qu'ils soient français ou allemands, mais personne ne sait qui ils sont vraiment. Et moi, je vous parle des gens qui sont les N-1, les N-2, hein. Et dans des contextes qui ne sont même pas institutionnalisés ou légalisés. Je crois que
L'un des faits les plus intéressants qui ressort de mon livre et du film, c'est le fait que les décisions les plus importantes qui ont une incidence sur la vie des citoyens français ou allemands sont prises dans le sein de l'Eurogroupe, qui n'existe pas sur le plan juridique et qui agit en marge des institutions démocratiques. Stavras, il y a quelque chose de très émouvant de vous voir, pour ce 19e film, revenir pour nous parler de questions universelles, comme vient de le dire Yanis Varoufakis, de la question de l'abus de pouvoir, de la démocratie, en somme, sur ce théâtre grec qui est votre pays d'origine et qui est le pays qui vous a, au fond, lancé dans le cinéma universel avec Z. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a amené à faire cet effort, car ça a été un tour de force de réaliser ce film, de revenir vers ce théâtre grec? Et moi, j'ai fui la Grèce quand j'étais jeune, parce que je venais d'une partie de la classe sociale où je n'avais aucun avenir. Voilà. Et la seule façon de faire des études ou de trouver du travail, avoir un futur, c'était de partir à l'étranger. Je suis venu en France parce que je savais que je pouvais faire des études gratuitement et travailler éventuellement pour survivre. Et j'ai eu la chance d'être accepté, de faire des études, d'être arrivé là où je suis arrivé. Et pour vous dire la vérité, j'en reviens pas encore que j'ai pu arriver jusqu'ici. Voilà. La Grèce ne m'intéressait pas. Et puis quand les colonels ont pris pouvoir, tout d'un coup, la Grèce, d'une manière plutôt mystérieuse, m'a interpellé. Je me suis senti profondément humilié de ce qui s'est passé au peuple grec dont je faisais partie avant. Et puis, j'ai eu la chance de trouver le livre de Vassilikos et j'ai fait le film avec des amis acteurs français. On l'a fait tous vraiment comme un acte contre les colonels, sans penser que ça allait marcher ou pas. Et le mystère, c'était que le film a marché en France, dans le monde entier. Voilà. Et puis après, les colonels sont partis et je vivais ma vie en France, sans penser beaucoup, ou très peu, ce qui s'est passé en Grèce. Et puis, arrive la crise de 2010, 9-10. Et je suis de nouveau interpellé. Par quoi? Parce que j'entends par des amis comment vivaient la Grèce, les Grecs. J'entends que des milliers ont perdu leur travail. Des milliers, aujourd'hui, paraît-il, c'est 500 000, ont quitté le pays, comme nous à l'époque, mais pour d'autres raisons, avec des diplômes pour aller travailler ailleurs. Il y avait tous ces drames énormes, les magasins fermés, les salaires étaient très bas, etc., etc. Et je me suis dit, je vais faire un film, un autre film, lequel je ne savais pas. Peut-être un mélo sur ce qui s'est passé dans les familles et dans la vie. Et très vite, je me suis aperçu qu'il y avait un autre personnage, entre guillemets, dans cette histoire, qui était l'Europe. Et l'Europe avait un comportement absolument inqualifiable et inacceptable. Comment elle avait traité cette affaire? D'une manière très violente, pendant les années qui ont suivi. Et il ne tenait compte que des banques, que de l'économie, mais pas du peuple grec à l'autre bout, qui souffrait énormément et de plus en plus. Et le fait que le tissu social commençait à se défaire complètement avec le départ de ces milliers et des milliers de jeunes diplômés. Alors j'ai essayé, je ne trouvais pas la solution, jusqu'au moment où la gauche est venue au pouvoir en pensant « Ah, c'est des jeunes dynamiques, ils vont faire changer des choses ». Rien n'a changé. J'ai suivi le travail de Varoufakis dans l'Eurogroupe, et ça, malgré les accusations qu'on portait contre lui, je pensais qu'il y avait quelque chose qui pouvait changer là, et rien n'a changé. Et puis, il y a eu les référendums, et puis tout le monde a suivi et accepté le dictat allemand, et une seule personne est partie, c'était Varoufakis. Alors j'ai dit, il faut que cet homme-là, on a parlé avec ma femme Michel, il faut cet homme-là le rencontrer. Nous l'avons rencontré, il m'a expliqué ce qu'il avait fait, ce qu'il avait eu comme expérience. Il s'est aperçu très vite qu'il n'y avait pas de compte-rendu dans cette assemblée qui parlait des choses très importantes économiques de l'Europe entière. Il n'y a pas de compte-rendu. Et que chacun sortait et racontait ce qu'il voulait, en disant en général que nous faisons tout pour sauver la Grèce. Et la Grèce continuait à être dans le noir. Et puis il m'a fait écouter aussi de ce qu'il avait enregistré. Et ça, c'était bouleversant, parce que j'ai pensé pour un scénario, voilà, il y a là la vérité que personne ne connaît, personne n'a entendu avant, etc. J'ai dit, on va peut-être travailler ensemble pour faire le scénario. Il a dit, j'écris un livre. Et là, je dis, je vais lire son livre. Et il m'a envoyé au fur et à mesure les chapitres, et comme ça, j'ai pu compléter le scénario. Voilà, si vous voulez, l'historique. Et il y avait une chose essentielle pour moi, c'était le comportement de l'Europe face à un peuple qui s'est trouvé dans une situation absolument insupportable et qui faisait partie de l'Europe,
où il faut y avoir une sorte de solidarité et de penser plus au peuple qu'à sauver l'économie. Parce qu'un des éléments de succès du film, ce côté thriller, le style Costa-Gavras, l'action, est profondément permise par ce que vous avez fait, c'est-à-dire de ne pas vous comporter en ministre, j'allais dire, mais en lanceur d'alerte. Dès le début, à quel moment vous vous êtes dit « je vais tout enregistrer, je vais tout garder » Parce que toutes les scènes qu'on entend, même les plus fortes, quand le ministre des Finances allemand vous dit que lui, patriote allemand, refuserait ce qu'il vous demande à vous, Grec, c'est parce que vous l'enregistriez en douce. Alors, c'est ce lanceur d'alerte qui a permis ce matériau et ce film, et qui permet, Ludovic va prendre le relais, à des journalistes qui étaient à Bruxelles de découvrir une réalité qu'ils ne connaissaient pas. La boîte noire, comme a dit Ludovic Lamant aujourd'hui dans son article sur Mediapart. Et c'est une scène qu'on n'aurait jamais pu imaginer. C'était la contradiction totale avec ce qu'on entendait avant et après. C'est de votre faute, tout ça. It's all my fault that you know the truth. C'est ma faute si vous connaissez la vérité. Bon. Now, look, I never would have imagined. Jamais de ma vie je n'aurais pu imaginer qu'il serait nécessaire d'enregistrer les réunions de l'Eurogroupe. J'arrive dans ces réunions et c'est pourquoi les premières, je ne les ai pas enregistrées parce que ça ne m'était pas passé par la tête. La première réunion de l'Eurogroupe, qui est formidablement bien rendue avec une extrême fidélité dans le film. En fait, c'est une réunion de 11 heures, hein, non-stop, donc là, dans le film, c'est plus court. Et moi, j'étais au centre de toutes les attentions. On m'envoyait les flèches et tous les assauts des participants. Et comme on le voit dans le film, en l'espace d'une heure, c'était ma première réunion. Hein, et j'étais ministre depuis 15 jours. Et donc on me dit, soit tu signes, comment dire, 90 milliards d'euros, carte de crédit pour repayer les dettes de la carte de crédit précédente, à condition de détruire tout ce qu'il y a dans le secteur public pour que les entreprises payent les impôts de l'année prochaine. Et à condition que l'on réduise les pensions, les retraites les plus faibles, pour que la Troïka puisse faire semblant de se repayer. Donc une exigence scandaleuse, n'est-ce pas? Mais au-delà de cela, il y avait cette menace qui était, si je ne signe pas, eh bien les banques vont fermer le lendemain, ou peut-être la semaine d'après. Donc réfléchissons à cela. C'est pas la faute de l'Europe, hein, tout ça. On ne peut pas accuser l'Europe de ce que font les représentants à huis clos. Là, c'est une entité en dessous des hauts niveaux de l'Europe. Donc, moi, je suis en faveur de l'Europe. Mais il ne s'agit pas de l'Europe elle-même. Bref, réunion de 11 heures, et je n'ai pas signé. Et on m'a dit, eh ben, ça y est, vos banques vont fermer. Et je suis parti. Et moi, je pensais que c'était vrai. Ces gens-là sont sérieux. Ce sont des adultes dans la pièce. Donc mais néanmoins, j'ai été incapable de signer ce qu'ils exigeaient de moi. Donc, ils ont retardé cette menace pendant quelques mois. Et moi, je me souviens qu'après cette réunion, je me sentais comme si je sortais d'une salle de torture. Donc, imaginez une salle de réunion éclairée avec des tubes au néon. C'est comme si j'étais interrogé par la CIA. Bref, et je me souviens qu'il était 1h, 2h du matin. On était à Bruxelles au mois de février. Et moi, je me suis dit, il faut que je me barre. Il faut que je me perde dans la nuit, perde dans la pluie de Bruxelles. Il faut que je respire. Mais avant de faire ça, j'ai appelé ma secrétaire. Et j'ai dit, contacte le secrétariat. Il me faut le procès-verbal de la réunion. Pourquoi? Eh bien, parce que je devais prendre un vol pour Athènes. Donc, il me fallait pouvoir garder en mémoire tout ce qui s'était dit pendant ces 11 heures. Et moi, il fallait que je parle au Premier ministre grec, il fallait que je parle à mon cabinet, mes collègues, il fallait que je parle aux parlementaires et à la presse grecque.
de ce qui s'était passé. Donc oui, il fallait que je révise en quelque sorte pendant le vol de retour vers Athènes. Et donc, si on me posait la question de savoir qu'est-ce qu'a dit Schäuble, qu'est-ce qu'a dit Lagarde, exactement, il fallait que j'ai les faits, il fallait que j'ai les infos, il ne fallait pas que je compte simplement sur ma mémoire. Et la secrétaire me rappelle, un quart d'heure plus tard, et me dit, Yanis, eh bien, il n'y a pas de procès verbal. J'ai dit, quoi? Exiger le procès verbal. Elle m'a dit, non, non, il n'y a pas de procès verbal. Point final, m'a-t-elle dit. Ensuite, deuxième réunion de l'Eurogroupe. Là encore, je me suis dit, je ne vais pas enregistrer, mais eux, ce qu'ils faisaient, moi, je respectais la confidentialité de la réunion, contrairement à eux. Eux, ils envoyaient des tweets. Vous le saviez, vous étiez à Bruxelles. La cabale dans la commission. Donc, Viseur parlait aux gens du Financial Times, et je te tweete, et je te retweete, et je te renvoie les infos. Mais en réalité, c'était du téléphone arabe. Tout était complètement déformé. Il y avait quelques éléments de vérité. Et donc, tweet sur retweet, et ainsi de suite. Des sources anonymes disent que Varoufakis a dit ça, que Draghi a dit ça, que Schäuble a dit ceci, et ainsi de suite. Donc, une espèce d'intoxication du débat public avec de fausses vérités. Et la troisième fois, moi je me dis, il faut que je me protège quand même. Parce que comment prouver que je n'ai pas dit ça? Et que Lagarde n'a pas dit ce qu'on prétend qu'elle a dit, vous voyez? Et donc, je me suis dit que c'est là qu'il fallait que j'enregistre. Juste peut-être là-dessus, on parlait un peu aussi du décor bruxellois. Vous avez parlé d'une chambre de torture. Est-ce que vous, quand même, quand vous avez lu le livre, vous êtes dit, ça va pas être facile en termes de cinéma? Est-ce que, quand vous êtes allé les premières fois à Bruxelles, voir ces lieux, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos impressions? Parce que finalement, il n'y a rien de moins cinégénique au départ, je dirais, qu'une salle de l'Eurogroupe ou qu'une salle de presse à Bruxelles ou qu'une des couloirs bruxellois dont on parle souvent. Mais il y a aussi, il n'y a rien de plus spectaculaire que le cynisme, pour un thriller, comme on dit, pour du suspense. C'est formidable quand vous trouvez quelqu'un qui demande des choses, et en face, il y a d'autres qui ont un cynisme terrible. Et tout en sachant qu'à l'autre bout, quand même, parce que j'ai jamais oublié cela, il y a le peuple. Voilà. Et ils savent tout ce qui se passe en Grèce. Donc ces cynismes-là, j'essayais d'utiliser tout le temps dans les échanges. J'ai vu ces écrits aussi, ces discours, qui étaient des discours très normaux et qui expliquaient, qui donnaient aussi des positions, ou plutôt des possibles solutions très claires. Et la réponse en face était lamentable, ça n'avait rien à voir avec la logique et l'économie. Donc c'est ça qui était le suspense pour moi, c'est ça qui utilisait tout le temps, cette espèce de relation, cette espèce d'attaque d'un côté et de l'autre. Et cette espèce aussi de manque total de considération pour les Grecs. Parce qu'il y avait ça parallèlement. Le pays se défaisait au fur et à mesure, pendant qu'il faisait tous ces discours. Mais comment rendre attractif des réunions? C'est ennuyeux, des réunions. Techniquement, le cinéma, vous le dites vous-même, c'est raconter une histoire. Mais des réunions, ça ne fait pas une histoire, 11 heures. Comment vous avez, en travaillant le scénario, transformé ça en action? Non, c'est ça. Parce que, vous savez, quand on voit... Évidemment, c'est ennuyeux quand on voit un discours qui dure 20 minutes, une demi-heure. C'est impossible. Parce qu'en plus, beaucoup de gens répétaient les mêmes choses. Je pense que pour donner l'impression aussi à ceux qui étaient dehors, qui attendaient, les journalistes essentiellement, que nous travaillions beaucoup, que nous disions beaucoup de choses, on y répétait les mêmes choses finalement, parce que le problème des solutions était très simple. Ce que proposait Yanis dans cette histoire, c'était archi simple. Baisser l'austérité, essayer de trouver une solution, enfin c'est à lui de le dire plutôt, une solution pour que la dette ne soit pas payée en quelques mois, en quelques années, etc., etc. Donc, il disait ça, et les autres disaient non, il faut... Et puis, changer de conversation. Et puis, parler de la Grèce, par exemple, des Grecs qui ne travaillent pas aussi. Et aussi des Grecs qui sont comme des cigales, qui ne travaillent pas tout l'été, etc., etc. Donc, tout ça, se faisait un échange qui me paraissait très, très cinématographique. Parce que c'était des hommes contre des hommes, finalement. C'est ça, la dynamique d'un film, finalement. But can I interrupt for a second? Permettez-moi d'interrompre. Just to answer your question as well, if I may. Pour répondre à votre question un peu plus avant, si vous le permettez. The Titanic clash la collision between logic
de titan entre la logique et les événements de la Réunion, tout ça, c'est de la tragédie grecque. C'est formidable. Donc, revenons à cette réunion de 11 heures. J'avais sur moi un document qui donnait nos projections de la dette, tous les sujets évoqués par l'Eurogroupe, avec nos propositions et notre analyse statistique et économétrique de ce qu'il fallait faire et comment tout pouvait être conçu pour que ce soit bénéfique pour les prêteurs, le FMI, le Trésor allemand et les Grecs. Et j'ai été éberlué de voir que lorsque j'ai dit au président, je vais vous distribuer un document, on m'a menacé d'être expulsé de la Réunion si j'osais distribuer notre proposition écrite aux autres ministres. C'est Kafka, ce manque de logique. Parce que moi, si je les informe de notre projet, il faudra qu'ils informent leur Parlement et dans quel cas il faudra dissoudre l'Eurogroupe. Ça ne tient pas debout. Alors qu'en parallèle, les tweets sortaient les uns après les autres vers la presse et on disait que Varoufakis assistait à la réunion et il n'avait pas de proposition à faire, qu'il n'avait pas préparé sa réunion et qu'il était là et qu'il faisait de la frime et qu'il se plaignait et qu'il parlait des Grecs et c'est tout. D'ailleurs, il y a une différence entre Costa et moi. Moi, je n'ai jamais considéré qu'il s'agissait là d'un clash entre l'Europe et la Grèce. Moi, je n'ai jamais vu ce cynisme, pourtant il y en avait, comme étant anti-grec, visant les Grecs. Moi, je considère qu'il s'agissait d'une tentative désespérée menée par ceux qui avaient fait porter les pertes de BNP Paribas, de Finanzbank, de la Société Générale, et ainsi de suite, dont il faut donner le nom, sur les épaules des contribuables français, des travailleurs français et des travailleurs allemands. Donc, tentative désespérée pour que tout le monde soit traité à égalité. Une dernière chose. La preuve, c'était un moment remarquable que Costa a placé dans l'Eurogroupe, mais ça ne s'est pas passé dans l'Eurogroupe, ça s'est passé à Washington pendant la réunion de printemps du FMI, lorsque Michel Sapin et Wolfgang Schäuble ont failli se battre, en venir aux mains. Et moi, j'étais trop loin pour saisir tous les détails et j'ai demandé à un Français, un représentant français, qui était à côté de moi, dont je ne vais pas donner le nom, et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a dit, Sapin a perdu les pédales parce que Schäuble vient de dire qu'il veut que la Troïka soit à Paris. Donc, là, c'est une tragédie européenne. Ce n'est pas l'Europe contre la Grèce. Il s'agit là d'une représentation particulière des intérêts oligarchiques toxiques en Europe face à la situation européenne. De ce film, vous avez eu l'envie très vite d'adapter ce matériau qui est le livre un peu de mémoire déjà de Yanis Varoufakis. Est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment de j'ai besoin d'aller voir d'autres points de vue sur ce qui s'est passé, d'aller faire des entretiens avec Christine Lagarde, avec Jeroen Dijsselbloem, qui était donc le président néerlandais de l'Eurogroupe, qui prend très très cher dans le film en l'occurrence, et d'autres personnages pour essayer de peut-être faire une version plus en forme de compromis, comme on aime à Bruxelles? Non, parce que j'avais un témoignage direct et je pouvais écouter ce qui s'était dit. Alors, si j'avais interviewé les uns et les autres, j'aurais des espèces de déclaration auto-géographique, je suis le meilleur de tous, comme on entendait d'ailleurs à la presse quand il sortait de cet endroit-là. Donc c'était absolument perdre son temps et essayer de se mélanger tout dans sa tête, parce qu'on finit par dire, ah oui, peut-être il a raison, etc. Non, moi j'avais un témoignage direct, et ce qui m'avait beaucoup ému d'ailleurs à un moment donné, c'est qu'il avait pris une note sur laquelle il disait, le Premier ministre, parce qu'il tenait, enfin j'ai vu un peu son journal, le Premier ministre m'a dit qu'il était comme un espadon pris à l'hameçon. Pour un scénario, un Premier ministre qui est pris à l'espadon, ça veut dire qu'il est incapable de faire quoi que ce soit. Il est coincé complètement. Donc, c'était ça qui m'intéressait beaucoup, le témoignage direct.
Les autres, ça serait des témoignages après la fête, après les histoires, et chacun dirait ce qu'il voulait. Alors, quant à Mme Lagarde, quand elle dit sa phrase, j'ai vu où elle avait dit. J'ai vu, je l'ai absolument. Et dans le film, elle a dit ça, elle a déclaré qu'il faut quand même des adultes après des discussions auxquelles ils avaient assisté, etc., il faut des adultes dans cet espace, qui est une expression anglaise, très courante, et qu'il disait ce qu'il disait. Il disait que ce dont on discute là-dedans, ça n'a pas de sens. C'est comme les enfants dans une cour d'école qui disent un peu n'importe quoi. Donc il fallait changer cela. Elle avait dit avant cela, et c'est là où toute sa crédibilité est là, elle dit cette dette, on ne peut pas payer. Le peuple grec n'a pas la possibilité de payer cette dette qui est tellement colossale, qui est due d'ailleurs aux gouvernements qui ont précédé, parce que c'est ça qui est important aussi. La dette n'est pas venue comme ça tomber du ciel. Les gouvernements de gauche, socialistes et des droites d'avant, ils ont laissé cette dette peu à peu, pour des raisons que Yanis peut vous le dire, parce qu'il connaît mieux que moi, probablement clientélistes, ou d'autres raisons, ou des incapacités aussi. Et que l'Europe, parallèlement, elle connaissait cette dette et n'a pas réagi. Pourquoi? Parce que les Allemands vendaient du matériel de guerre en Grèce et les Français aussi vendaient des hélicoptères. Donc il y avait des intérêts pour laisser cette dette monter jusqu'au moment où la dette est devenue tellement qu'il s'est dit bon, il faut arrêter maintenant, et qui va le payer? Comme pour les autres dettes dont on parle au début du film, les autres dettes européennes, c'est le peuple grec, comme les peuples européens ont payé les autres dettes des banques. Alors, juste sur ce point, parce que c'est vraiment un point sensible dans la réception du film, il y a eu pas mal de débats sur le fait que vous avez épousé le point de vue de Yanis Varoufakis pour raconter cette histoire absolument décisive pour l'Europe et pour la Grèce. Il se trouve que dans le club de Mediapart, on a hébergé, relayé, parmi les nombreux textes qui se publient, le point de vue de Zoé Constantopoulou, qui était l'ancienne présidente du Parlement grec, une figure des débuts de Syriza, et qui est assez remontée contre le film. Et elle explique notamment que... elle va jusqu'à dire, je la cite, que vous n'avez pas le droit, alors elle vous reconnaît les droits en tant qu'artiste autant que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de présenter unilatéralement, en adoptant le point de vue d'un des responsables et d'une des personnes impliquées, des événements historiques d'une telle importance. Est-ce que vous comprenez ce type de crispation, ce genre de réaction qu'il y a pu y avoir en découvrant votre film? Écoutez, nous sommes dans une société libre. Le cinéaste a le droit de tout faire comme un journaliste. On n'est pas des journalistes, ni des historiens, mais on a le droit de faire ce qu'on veut. À partir de cela, ceux qui se sentent heurtés peuvent répondre ce qu'ils veulent. Mais parfois, ils répondent un peu n'importe quoi, il faut dire aussi, parce qu'ils s'auto-agéographisent aussi, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça le problème. Moi, je pense que j'avais un témoignage direct. J'avais aussi des éléments que j'ai réunis pendant des années, ce qui s'est passé à l'extérieur, des journalistes, et ça me suffisait largement pour faire ce film. Parce que ça n'est pas non plus un film, ça n'est pas une sorte de récit historique précis. C'est un spectacle. Mais ce spectacle, on peut se permettre des métaphores, comme je faisais une tragédie en plus, je me suis permis des métaphores comme la conclusion du film, comme à d'autres moments dans le film, pour que les spectateurs participent à ce récit et qu'ils comprennent des choses à travers les métaphores. Yanis Varoufakis. Can I just answer that question? En plus, comme vous êtes témoin en Grèce, vous êtes élu au Parlement grec, de la réception en Grèce du film. Yeah, well, that's part of the Greek reception, Zoe Constantopoulou, oui, Zoe Constantopoulou, vous venez d'en parler, elle fait partie de la réception en Grèce. Mais il y a une grande différence entre un documentaire et un film. Évidemment, quand on fait un documentaire, on se doit d'interroger tout le monde, ou pratiquement tout le monde. Et on doit donner à chacune et à chacun la possibilité de présenter son point de vue. Quand vous faites un film, quand vous faites du théâtre, quand vous rédigez un poème, ce n'est pas nécessaire. Moi, quand je rédigeais ce livre, là, c'était un sujet différent. Dans mon livre, vous trouverez la sueur, l'anxiété de l'auteur qui a fait de son mieux d'être juste envers ses adversaires. Il y a Zoe Constantopoulos, dont le nom est cité 2 ou 3 fois dans mon livre, et à chaque fois, je parle d'elle de manière tout à fait positive, même s'agissant de Schäuble, même Christine Lagarde, Draghi, Tsipras. Je fais tout ce que je peux pour leur donner le bénéfice du doute. Et j'essaye de faire montre d'empathie
Et ça, c'est le livre. Hein. Imaginez le film Z. On pourrait dire, oui, mais pourquoi est-ce que vous avez pas donné le point de vue du gouvernement de l'époque? Vous ne représentez pas leur point de vue. Bien sûr que non. S'il l'avait fait, le Z n'aurait pas connu le succès qu'il a eu. La réception de ce film raconte des choses passionnantes sur comment la gauche grecque débat encore de ces quelques mois, donc de janvier 2015 à juillet 2015, où tout s'est un peu joué. Et donc on voit qu'il y a encore d'intenses débats, et notamment quand on lit alors, le texte de Constantopoulos ou d'autres, on se rend compte qu'il y a aussi, par exemple, des gens peut-être à la gauche de Syriza, qui disent, vous avez aussi l'équipe des négociateurs, peut-être vous, à l'époque, des responsabilités aussi dans l'échec. You have to understand that the only part of the left La seule partie de la gauche qui est arrivée au Parlement, c'est notre parti dans les dernières élections de juillet. Il faut en tenir compte. Constantopoulos et les autres ont été dégagés. Ce n'est que la perspective de la gauche que je représente qui a été soutenue par le peuple grec au mois de juillet. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient raison, mais permettez-moi de dire une chose très simple, parce que c'est toujours important de veiller à ce que l'optimisme du passé ne nous contamine pas aujourd'hui. Imaginez si Z était projeté en Grèce en 68. C'était impossible parce qu'il y avait les dictatures. Mais s'il avait été projeté à cette époque-là, eh bien, ce serait un film ô combien clivant. La moitié de la population de droite qui soutenait la junte aurait traité cela comme le film du diable. L'autre moitié aurait été clivée entre les communistes, le centre-gauche. Donc, la différence entre Z et Adults in the Room, c'est le moment de la projection en Grèce. Si ce film, on le projetait dans 15 ans en Grèce, moi, je crois qu'il n'y aurait aucune controverse. Aujourd'hui, on est encore au milieu du gué, parce que l'effondrement est très récent. Tous les jeunes Grecs se sont barrés de notre pays. Ils ont migré, ils ont fui. Ils ont fui de cette prison de la dette et on diabolise tous les gens qui ont voté non au référendum. 62%, tout le système médiatique veut diaboliser tous les gens qui ont soutenu les 62% de gens qui ont voté non au référendum. Syriza, qui soutenait le vote non, ne peut pas soutenir le film parce qu'il faut qu'ils expliquent pourquoi ils ont trahi les 62% de Grecs. Donc ce film, il atterrit au milieu d'une guerre civile. C'est particulièrement clivant dans la société grecque, non pas parce que les Grecs ont une tendance naturelle à être clivée dans la société. Non, parce que n'importe quelle société qui perd 28%, imaginez en France, que les gilets jaunes, imaginez ce qui serait passé si vous aviez perdu 28% de votre PIB. Eh bien, ce serait la guerre dans les rues de France. Imaginez qu'il y a un film sur cela. Ce serait particulièrement clivant en France. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le film. Ce débat un peu sur... Il y a un point peut-être, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'une différence entre votre livre et votre film, qui est notamment sur la place que vous donnez au racisme, disons, envers les Grecs, qui a pu jouer dans l'Eurogroupe ou pas. Il y a peut-être une autre différence aussi. J'ai l'impression, il y a notamment une ou deux scènes où vous posez la question un peu aussi du peuple et de l'apparition un peu de que font aussi les mouvements sociaux, etc., dans le film. Ça, c'est une critique que j'ai parfois entendue concernant ces 5-6 mois de négociations, où vous étiez énormément dans les capitales, dans l'Eurogroupe, on voit que ça a été une bataille épique, etc. Certains vous ont fait la critique de peut-être vous couper un peu des mouvements sociaux, de ne pas assez jouer la carte des mouvements sociaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous... That's complete nonsense. Allez-y. Ah non, c'est des foutaises, ce sont des foutaises. Notre gouvernement était le seul au monde, que je sache, qui
avait des manifestations de dizaines de milliers de personnes en notre faveur, des dizaines de milliers de personnes qui nous soutenaient ce que je faisais dans l'Eurogroupe. Vous connaissez d'autres pays où ça se fait, ça? Où les gens manifestent dans la rue pour soutenir le gouvernement? Donnez-moi un exemple. Sans que ce soit organisé par le gouvernement, bien entendu. Hein. Mais la critique n'est pas fausse pour autant, parce que dans mon livre, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de mouvements sociaux, parce que je ne pouvais pas les intégrer dans mon livre, parce que cela ne faisait pas partie de mon quotidien, de mes efforts ou de mes cauchemars quotidiens. Donc, on m'a nommé ministre des Finances. J'arrive au ministère et je découvre que nous avions entre 11 et 23 jours avant de déclarer faillite. Immédiatement, le président de l'Eurogroupe, immédiatement, en 48 heures, était dans mon bureau et me disait « soit je me rends, soit on ferme les banques grecques ». Immédiatement, il faut que je crée une équipe pour préparer la sortie de l'euro, non pas parce que nous sortions, mais parce qu'ils vont nous virer. Il fallait que je bâtisse des alliances avec des ministres de Finances, avec Jack Lew, ministre des Finances aux États-Unis, avec les Britanniques, les Français, si possible, ça n'a pas marché, hein, mais j'ai essayé, ou avec les Italiens, les Allemands. J'ai parlé avec les Verts, j'ai parlé avec les gens du CDU. Donc, je me voilà dans un tunnel. Dès que je mets le pied dans le ministère et je sors de ce tunnel, lorsque je démissionne. C'est pour ça que le peuple n'est pas présent dans mon livre. Vous voyez le suspense, il raconte bien. Mais donc, on me critique parce que je ne parle pas du peuple dans le livre. Mais il faut... Comment intégrer le peuple? Moi-même, j'étais seul. J'avais un ordinateur portable, j'avais 3 personnes dans mon équipe, je n'avais pas de troupes. Et... c'est ça, la tragédie grecque, la solitude de ce petit groupe de gens avec la voix de millions de gens qui nous soutenaient, mais nous n'avions pas de temps. Ce n'était pas un gouvernement normal. Hein. Moi, je n'ai pas eu la possibilité de rencontrer les syndicats. Moi, je n'avais pas la possibilité de rencontrer des gens dans les marchés le samedi, non. J'ai fait ça, j'ai travaillé avec les gens du nettoyage du ministère. Et il y a des gens qui m'ont dit « Non, non, nous on nettoie, mais vous avez un boulot à faire aussi. Allez-y, perdez pas votre temps avec nous. » La scène a dû vous émouvoir. Intervient la touche et le talent du cinéaste scénariste. C'est la scène au restaurant avec la foule qui vient silencieuse. Et c'est cette présence du peuple présent et absent. C'est le peuple qui n'a pas de parole. Il peut voter 1 fois, 2 fois, et puis c'est tout. Et il s'adresse au pouvoir en disant « On attend ». Et le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, il leur demande « Qu'est-ce que vous voulez ?» Parler. Et quand il lui dit parler, qu'est-ce qu'il fait le peuple? Il tourne le dos, il s'en va, parce qu'évidemment, il sait très bien, les pouvoirs doivent savoir ce que le peuple veut. C'est un tout petit peu les métaphores dont je parlais. Parce que c'est une tragédie grecque, c'est pour ça que je fais intervenir le cœur. C'est le cœur grec, c'est le cœur du peuple. Et plus tard, il revient plus tard d'une autre manière, le cœur, pour conclure le film. Dans ce final du film qui est comme un ballet. Oui, non, je voulais... Vas-y, je t'en prie, non, si tu veux. Non, je voulais du coup peut-être basculer sur une question un peu plus triviale, mais qui porte sur l'incarnation et le choix des comédiens. Et là, du coup, j'étais aussi curieux d'avoir un peu vos retours. Est-ce que vous avez consulté, par exemple, Yannis... Alors, il y a un parti pris dans le film qui est que chaque ministre ou responsable national est incarné par un comédien de son propre pays. Si j'ai bien suivi. Oui. Est-ce que vous avez consulté, par exemple, Yanis Varoufakis pour savoir s'il était plus ou moins raccord avec le comédien que vous avez choisi? Mine de rien, c'est un tour de force, parce qu'en très peu de temps, vous avez trouvé des acteurs. Oui. Le Hollandais est un Hollandais, le Allemand est un Allemand, les Français sont des Français. Non, mais ça me paraissait automatique au départ. Pour une raison très simple, comme ils parlent tous anglais, ils allaient parler avec un anglais avec leur accent propre national. On reconnaîtrait tout de suite, ceux qui parlent anglais, de quel pays venaient. Et puis, il y avait une autre... Vous vouliez qu'il y ait la musique du divers, de la pluriel, de la pluralité. Et puis cette authenticité aussi. Voilà. Alors, j'ai consulté souvent Yanis parce qu'il y avait des termes techniques ou économiques que je ne comprenais pas très bien, donc il m'expliquait exactement.
Et là, il était d'une grande aide. Il a beaucoup aidé. Mais pas sur le choix des acteurs. Pas sur le choix des acteurs, parce que la décision a été prise très vite de ne pas faire le film avec des stars internationales. J'en ai contacté. Ils ont dit, ah oui, volontiers. Mais quand on est... Et puis je réfléchis par la suite, quand les Grecs sont entre eux, avec des stars, ils parlent quoi? Ils parlent grec ou ils parlent anglais? Ça serait absurde. Donc on a décidé très vite, avec ma productrice, de prendre des Grecs. Et que les Grecs parlent le grec, et parlent aussi, ils doivent parler l'anglais quand ils sont en Europe, et tous les autres parlent l'anglais, ou alors les propres langues, comme les Français à un moment donné. Voilà. C'était ça, le choix était définitif. Bon, évidemment, je dis à Yanis, et il a été d'accord avec cela. On parlait des réceptions autour du film, et on va voir les réceptions en France. J'ai été très surpris, parce que ce n'est pas du tout mon sentiment. J'ai le sentiment que c'est un film très européen. C'est le film d'une défaite, d'un vaincu, mais d'un vaincu pour dire résister, inventer, espérer, reconstruisons une autre façon de faire de l'Europe. De voir, et je voudrais votre réaction à tous les deux, dans des articles, que certains ont vu ce film comme un point de vue europhobe. Ça n'est plus pas homophobe. Moi, je suis profondément européen. Je crois profondément en l'Europe. C'est pour ça que je n'accepte pas cette situation-là. Et je pense aussi que cette Europe doit changer. Parce qu'elle ne peut pas continuer comme ça. Cette Europe est soumise à un pouvoir qui est en général celui de l'allemand et qu'on a mis comme président de la Commission des personnes qui ne devraient pas être comme président, comme commencer par Barroso et ensuite pour Juncker. Juncker, on oublie très vite que c'est l'homme qui a transformé son pays en paradis fiscal au milieu de l'Europe. Des centaines et des centaines de grandes compagnies sont réfugiés là, ils ne payent pas d'impôts en Europe, c'est-à-dire on perd des milliards, et le Luxembourg gagne un peu d'argent. Mais ça, on l'accepte facilement. C'est ça la contradiction profonde, c'est ça qui crée aussi le non-respect pour l'Europe. Et que les gens se disent, voilà, on trouve un autre parti parce que l'Europe ne fonctionne pas comme on l'avait rêvé. C'est là la grande responsabilité de l'Europe. Et personnellement, je pense que s'il y a aussi ici une sorte de virage vers l'extrême droite, doit venir de cela aussi. Parce qu'on n'a pas de... L'Europe n'est plus un refuge, de plus en plus. Parce que c'est le refuge de qui? À Juncker ou à Luxembourg? C'est impensable. Et c'est ça mon sentiment, c'est ça que j'essayais de mettre dans le film. Et finalement, comme intervenant cinéaste, j'ai dit aussi mon opinion, et c'est là mon opinion dans le film. Et si, une autre mon opinion, ce qui était inacceptable aussi de cette Europe, le président des Eurogroupe, qu'est-ce qu'il dit à un moment donné à la presse? Il dit à la presse que voilà un peuple qui a dépensé 327 milliards en femmes et en alcool et vient nous demander de l'aide. Voilà, vous voyez les niveaux par moment auxquels pouvait se baisser cet Eurogroupe. Sous le plan économique, c'est absolument impensable, mais sur le plan du non-respect du peuple grec, c'est un racisme total, à mon avis. Voilà les choses que j'ai essayé d'introduire dans le film. Yanis Varoufakis, cette défaite ne vous a pas rendu anti-européen, loin de là, puisque d'ailleurs il y a le symbole à votre boutonnière. Vous avez même créé un mouvement européen, Diem, qui essaye de faire bouger les choses pour une Europe qui soit plus démocratique et moins soumise à cette oligarchie. Well, it was a defeat not of Greece, it was a defeat of C'était une défaite non pas de la Grèce mais de l'Europe. Et cela n'a fait que renforcer mon point de vue pro-européen. Le problème de l'Eurogroupe, c'était anti-européen. Les adultes dans la pièce travaillaient contre les intérêts de l'Europe et pour les intérêts du secteur bancaire, financier, contre l'Europe. Donc, après m'être remis de tout cela, avec des Français, des Allemands, des Espagnols et ainsi de suite, nous avons créé le mouvement Diem. Parce que la réponse à cette défaite de l'Europe, c'était de créer un mouvement progressiste pan-européen. C'est là que j'ai investi mon énergie depuis 2015. En 2016, je crois que je suis le seul responsable politique d'Europe continentale qui est allé en Angleterre pour mener une campagne contre le Brexit. Donc si on nous accuse d'être anti-européens, moi j'ai un message à donner. Si vous êtes un vrai patriote, il est de votre devoir d'être contre votre gouvernement si votre gouvernement va à l'encontre des intérêts de votre pays. Et si vous êtes un vrai Européen, vous devez être contre Bruxelles lorsque Bruxelles mène des actions qui sont délétères pour l'Europe. Vous avez
avez parlé Brexit très rapidement, j'en profite. Là, c'est un peu décalé par rapport au film. Je crois que vous revenez de Londres, vous suivez de très près la campagne britannique. Voilà, Jeremy Corbyn, Boris Johnson, voilà, Brexit Party, des élections le 12 décembre. Est-ce que vous pensez que Corbyn peut l'emporter? Est-ce qu'il peut y avoir un gouvernement de gauche au Royaume-Uni? Est-ce que vous soutenez ça? Yes, yes. Of course, oui. Comme vous le savez, je suis très proche de Jeremy Corbyn. Diem 25 et les travaillistes sont très proches. Nous allons tenir une conférence sur des priorités progressistes de l'Europe à Bruxelles au mois de janvier. Et à ce moment-là, nous espérons que Jérémy sera Premier ministre. Quelle est la probabilité? Personne ne sait. Personne ne sait. Tout ça, c'est complètement mystérieux. Les gens qui ont une boule de cristal sont des gens qui vous mentent, hein, s'ils vous savent l'issue des élections dès maintenant. Les travaillistes peuvent gagner, mais ce n'est pas garanti. Néanmoins, il faut bien comprendre les enjeux de l'élection du 12 décembre. Si Boris Johnson, conservateur, forme une majorité, il y aura un Brexit immédiat. Et un an plus tard, ce sera un Brexit dur et la Grande-Bretagne va signer un accord commercial avec Donald Trump et la Grande-Bretagne va devenir une fausse sceptique du libéralisme, une sorte de Singapour non réglementé qui sera une menace pour le peuple britannique et le peuple européen. Si Jeremy Corbyn est élu, au début, il y aura un Brexit plus raisonnable. Jeremy Corbyn, lui, va organiser un référendum et il va donner au peuple britannique le choix entre deux options non toxiques. Tout d'abord, rester dans l'Union européenne et sinon, rester dans l'Union douanière et dans le marché unique, mais sortir de l'Union européenne. Un petit peu à la norvégienne, si vous voulez. Donc là, ce sont des résultats tout à fait respectables et cela construit en même temps un avenir avec un New Deal vert, avec beaucoup d'investissements dans des emplois de qualité, dans la transition verte. Et ça, ce serait génial pour le reste de l'Europe, parce qu'il nous faut quelque chose de similaire dans le reste de l'Europe. Et cela, c'est pas Frans Timmermans qui ne fait que du greenwashing. Hein. Donc, il y aura une force progressiste en Grande-Bretagne qui va faire en sorte que la Grande-Bretagne se rapproche de l'Union européenne, voire dans l'Union européenne, et ce sera une locomotive dans le cadre de ce New Deal vert. On va terminer. Il y a quelque chose, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est quelque chose qui vous a échappé dans ce film, comme je l'ai dit au tout début, comme un écho de Z. La musique fait penser à la musique de Mikis Theodorakis, qui était alors en prison, de Z. Le ballet final, on ne va pas le raconter, il faut vraiment aller voir ce film qui emporte à la fin. Un spectateur des avant-premières disait « Mais au fond, il y a un écho de la fin de Z où tous les généraux passent. » Alors là, c'est un vainqueur, le petit juge, qui va ensuite être en prison et devenir un jour président de la Grèce, après le retour de la démocratie. Il y a comme si, au fond, enfin c'est comme ça que je l'ai senti, c'est le film d'un combat, d'une lutte, d'une résistance qui peut être momentanément vaincue. Et on sort de ce film avec toujours l'espoir. Mais l'espoir, à mon avis, est nécessaire comme l'Europe est nécessaire. C'est dans ce sens-là que je fais les films. C'est dans ce sens que j'ai aimé aussi le travail de Yannis Varoufakis. Et j'aimais son livre aussi, parce que quand on lit son livre, j'ai lu son livre, qui est un livre, je le répète, extraordinaire sur ce plan, et qui est comme un polar en plus. C'est que j'ai pu retenir pour faire le film. On comprend que l'Europe est nécessaire, absolument indispensable, mais pas cette Europe-là, pas comme elle fonctionne actuellement. C'est ça le sens de mon film. C'est pas cette Europe. Et alors, on a dit aussi que j'ai fait une sorte de héros de Varoufakis. Non, j'ai un témoin. J'ai un témoin qui dit des choses, comme vous avez pu le remarquer, qui écrit les choses aussi, très intéressantes, pas seulement sur le livre qui concerne sa participation à l'Europe, mais aussi sur l'économie mondiale. Il a écrit 2 livres formidables. Donc c'est ça qui m'a intéressé. C'était un expert et en même temps un témoin. Un témoin, c'est le témoin. Alors, si vous voulez en faire un héros, moi je vais bien, mais pour moi, je ne le vois pas comme un héros. D'abord, je n'aime pas beaucoup le mot héros. On l'utilise à tous les thèmes.
dans n'importe quoi, même au football. Donc, en économie, c'est un spécialiste, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, et c'est cela qui m'a intéressé. C'est pour ça que j'ai fait son livre. Et que je répète, c'était un témoignage direct que j'ai pu vérifier d'après des enregistrements. Bien, merci à tous les deux. Il vous reste à aller voir ce film. Tous les films sont politiques, a l'habitude de dire Costa Gavras. Façon de refuser qu'on l'enferme dans un cinéma politique. Façon de dire qu'il raconte des histoires pour que nous restions libres, pour que nous restions autonomes. Il l'a fait contre les dictatures, il l'a fait contre les totalitarismes, il l'a fait sur la Palestine, il l'a fait sur les migrants, il le fait là sur la Grèce, sur la démocratie. Allez voir ce film, car c'est un film pour rester libre.